Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette émission 100% OVNI. Allez, je vais bien entendu commencer par vous remercier, vous les auditeurs qui ont fait des dons pour le mois de février. À savoir Olivier de la Vendée, Valérie et Mickaël de la Charente, Alain alias Nestor du Rhône, Audrey des Bouches-du-Rhône, Alain de la Marne, Michel du Québec, Paul R, Jean-Roland C, Hervé G, Vincent B et tous les autres, merci vraiment pour cette aide, car c'est grâce à vous que l'émission continue à exister. En effet, grâce à vos dons, je peux maintenant payer un abonnement pour les appels vers les téléphones fixes, y compris à l'étranger quand les invités n'ont pas de Skype. Je vais pouvoir également payer un abonnement à SoundCloud, pour que les auditeurs puissent télécharger en podcast, c'est-à-dire en MP3, mettre de côté aussi pour du matériel comme un nouveau PC plus puissant dont j'ai bien besoin pour les émissions, un nouveau micro, bref, des tas de choses qui vont servir à faire évoluer UFO Conscience. Donc là, les compteurs ont été remis à zéro pour ce nouveau mois, alors n'hésitez pas pour faire un don, cliquez sur le lien, faire un don en dessous de la vidéo, merci d'avance. Cette émission de ce soir est assez spéciale pour moi puisque Gildas Bourdet, Jacques Vallée ou encore Jean-Pierre Petit ont été de ceux qui m'ont donné un intérêt particulier pour le sujet OVNI quand en 2007, je me suis remis dans le bain de l'ufologie si je puis dire. C'est avec le sérieux que l'on connaît de notre invité de ce soir que des personnes comme moi peuvent devenir de véritables passionnés de ce sujet qui est pourtant extrêmement complexe. Complexe déjà à cause de la désinformation et surtout parce que, semble-t-il, il n'y a aucune volonté pour ces êtres qui nous observent de laisser la moindre preuve les concernant. Tout n'est que pure spéculation dès que l'on s'aventure dangereusement sur les intentions de ces entités car au fond, ils ne souhaitent peut-être pas encore que nous sachions. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire que eux ils savent, et d'ailleurs si cela est dit avec beaucoup d'affirmation, vous pouvez être certain que tout n'est que mensonge dans un but bien précis. Heureusement, nous avons encore des personnes sérieuses en ufologie qui savent prendre le recul nécessaire face au sujet très sensible des ovnis qui, lui, existe bel et bien. Allez, belle émission à toutes et tous. Gildas Bourdet, bonsoir. Oui, bonsoir. Considéré comme le plus grand spécialiste français de l'affaire Roswell, vous êtes l'auteur et le traducteur d'une dizaine de livres ayant pour sujet le phénomène OVNI. Oui, c'est un peu flatteur votre présentation. Je ne me considère pas comme un grand spécialiste de quoi que ce soit. Mais enfin, je connais bien l'histoire de Roswell. Effectivement, je l'ai beaucoup étudiée. C'est un peu ma spécialité. Mais je n'ai pas étudié que cela quand même. Hein. En tout cas, vous êtes quand même un des seuls Français qui a poussé des recherches très loin au sujet de Roswell. Hein. Oui, il y en a eu d'autres avant moi, comme Jean Sider, qui d'ailleurs m'avait aidé au début de mes recherches, mais qui maintenant s'est un petit peu orienté sur d'autres sujets. En fait. Ah, je l'ignorais totalement ça. Je savais pas qu'il s'intéressait aussi à Roswell. Hein. Ah oui, il s'est beaucoup intéressé à Roswell. Oui. Quand j'ai commencé à vraiment à rédiger mon premier livre, c'était à la début des années 90. J'ai pris contact avec lui. Il m'a d'ailleurs passé quelques documents, donc j'en profite pour le remercier ici. Bon, on s'est éloigné, on n'a plus tout à fait les mêmes idées, en fait. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Il est bon aussi de souligner que vous êtes également diplômé de HEC Paris. Oui. C'est pas la gloire non plus. Enfin, disons que ça vous met plus dans une position sérieuse vis-à-vis des auditeurs qui seraient novices. Ça fait sérieux quand même. C'est plutôt ça. Hein. Oui, voilà. Alors pour commencer, comment est venue cette envie de rechercher des informations sur Roswell pendant de longues années au point de vous rendre sur place aux USA? Oui, justement,
bon, je m'intéressais depuis longtemps aux ovnis, mais un petit peu comme ça, en amateur. Mais je me suis vraiment lancé euh, dans l'étude approfondie, disons, de l'ufologie vers la fin des années 80, en découvrant plusieurs aspects qui étaient en train de prendre beaucoup d'ampleur aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire, il y avait donc les histoires d'enlèvement, l'histoire avec et les histoires de dossiers secrets, de bases secrètes, et on arrivait tout de suite, très vite, sur l'affaire de Roswell qui commençait à prendre de l'ampleur. Et là, ça m'a beaucoup intéressé, je dois dire. Donc j'ai commencé à étudier ça de très près. Il y a eu au début des années 90 un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui je considère encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs, de Kevin Randle et Donald Schmitt, qui s'appelait UFO Crash at Roswell, qui n'a pas été traduit d'ailleurs. C'est un peu dommage. Mais tout ça, ça s'est compliqué ensuite, ça est devenu très très compliqué, parce qu'il y a eu des faux témoignages qui sont venus brouiller les pistes un petit peu. On peut en reparler si vous voulez. Enfin voilà, c'est comme ça que ça a démarré chez moi. Et puis ensuite, j'ai écrit un premier livre général sur les ovnis qui est paru à l'automne 1994, qui s'appelait de manière assez pompeuse Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques, paru aux éditions Philippe Aki. Et puis ensuite, il y a eu, j'ai voulu faire un livre sur Roswell, mais Philippe Aki n'en a pas voulu, parce que Philippe Aki était assez lié aux Américains. Et il m'a dit, le patron de l'éditeur m'a dit, oh non, 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 pas, on parle pas de Roswell, c'est une histoire de ballon. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais faire ça de mon côté. Et puis j'ai trouvé un autre éditeur, ce qui m'a publié donc en 1995. Alors là, à ce moment-là, ça a pris une ampleur considérable parce qu'il y a eu des révélations. Et là, comme je vous le disais il y a un instant, il y a eu des histoires douteuses, des impostures. Des révélations et beaucoup de désinformation avec beaucoup de justement désinformations, l'autopsie. Oui, la plus connue, beaucoup de gens sans doute s'en rappellent, c'était la divulgation d'un film très bizarre, d'une autopsie d'un extraterrestre de Roswell qui a fait le tour du monde, qui a été diffusé en France par TF1 avec Jacques Pradel, qui m'a invité, qui a fait une grande émission au mois d'octobre. Et il a payé très cher son émission, hein, parce qu'en fait, ça a fortement contribué à lui faire perdre son poste, qui était le poste le plus en vue de la télévision française à l'époque. Effectivement, il a perdu sa place juste après cette émission. C'était sur TF1, oui. Je crois, en 95. Hein. C'était sur TF1 en 95. Et moi, j'étais aux premières loges, puisque j'étais invité à cette émission. Ouais. Et mon livre est paru à ce moment-là. Et donc, il en a pris un coup sur la tête également. Mais j'ai quand même continué, parce que cette fois, j'étais déjà presque convaincu de la réalité. Et maintenant, je suis plus que jamais, parce que cette affaire a continué à être étudiée par de nombreux enquêteurs. L'équipe que j'ai déjà citée, Kevin Randle et Donald Schmitt, ils ont fait un deuxième livre, malheureusement qui est contestable en 94 parce qu'il y avait 2 faux témoignages. Et puis, mais ensuite ils ont continué. Ils se sont séparés d'ailleurs, et il y a eu une autre équipe qui est apparue qui est très solide aujourd'hui, qui est la plus solide, c'était Donald Schmitt et Tom Carr, Thomas Carré, que je connais, je les ai rencontrés. Ah oui. Et ce sont 2 chercheurs que j'ai reçus dans UFO Conscience, avec à la traduction Jean Librero. Ah ben c'est très bien, bravo. Très bon travail. Alors. Merci. Je les connais, je pense que ce sont les meilleurs chercheurs actuellement sur l'affaire de Roswell. Il y en a d'autres, hein, remarquez, il y en a d'autres, hein, parce que Kevin Randle a continué à travailler, mais moins, et puis il y en a d'autres encore. Bon. Et c'est vrai que c'était une émission très passionnante qu'on peut retrouver donc sur la chaîne YouTube UFO Conscience. Hein. Ah bon, d'accord. Je ne l'ai pas vu, mais je les connais bien, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, notamment à Roswell. Et puis, plus tard, la dernière fois que je les ai rencontrés, c'était en fait à Washington. Non, je les ai rencontrés revus à Washington en 2007.
à Roswell et Washington en 2007, et puis je les ai revus encore tous les deux à une réunion à New York en 2000, devait être en 2013, voilà. C'était une réunion de commémoration organisée par Leslie Kean en hommage à son compagnon qui était mort, Bob Hopkins, l'homme des histoires d'enlèvement. Alors, ils étaient invités, comme moi, là. Alors Leslie Kean, que j'ai également reçu dans l'émission. Leslie Kean, c'est une personne très, très intéressante qui connaît vraiment très bien le sujet, qui a fait un très, très bon livre, que j'ai traduit d'ailleurs. On m'a demandé de traduire pour les éditions Terre Filtrée, Daniel. Très sympathique. On peut recommander. Pardon ? Elle est très sympathique et j'ai osé lui parler justement de Bob Hopkins et oui. j'ai essayé d'aborder les abductions, mais elle n'a pas voulu vraiment en parler. Elle ne veut pas en parler, non. Elle garde ça pour elle. Mais je peux vous affirmer qu'elle connaît très bien le sujet. Ah bah oui, je n'en doute pas, mais à votre avis, pourquoi elle ne veut pas parler des abductions, Leslie Kean ? Parce que elle a adopté une politique qui consiste à essayer de mobiliser un large public, les grands médias et les officiels. Vous voyez, son livre est préfacé par Podesta, par exemple, aux États-Unis. En France, il a été préfacé également par l'astronaute Jean-François Clairvoy. Et donc, elle joue la carte un peu officielle, si vous voulez. Or, les enlèvements, c'est trop chaud encore pour cette approche-là. Ouais, malheureusement, même encore aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore sensible alors. Ah oui, bah oui, la preuve. Ouais, c'est que dans son livre américain, qui donc a eu un bon succès aux États-Unis, il était sur la liste best-seller du New York Times pendant un certain temps, et elle a été invitée un peu partout. Elle a sa carte d'invitation dans les grandes chaînes. Là, récemment, elle est passée sur CNN, sur même la chaîne Fox News, qui est réputée de droite, qui l'a invitée à propos des révélations récentes dont on peut parler, si vous voulez. Oui, j'aimerais en parler, du Pentagone, vous voyez. Donc, mais elle ne veut pas parler dans les enlèvements, c'est encore... L'heure n'est pas encore venue, on n'en est pas encore là pour le grand public. Alors ça tombe bien parce qu'on ne va pas refaire le cas Roswell que tout le monde connaît plus ou moins, y compris les débutants, hein, même les débutants ils connaissent, mais ce qui nous intéresse... non, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais c'est vrai que non, j'ai pas tellement envie de refaire Roswell ce soir. Non, parce qu'on a juste à conseiller aux auditeurs qu'ils achètent simplement vos livres sur Roswell, et là ils auront toutes les informations. Puisque j'ai encore refait une nouvelle version. J'ai refait une nouvelle version à la demande de l'éditeur de mon premier livre d'ailleurs, qui est l'édition Archipel, presse du Châtelet, qui m'a demandé d'en refaire un. Je l'ai refait. J'ai complètement mis à jour. Donc, ça s'appelle maintenant Roswell, la vérité. C'est paru en juin l'année dernière, et c'est disponible partout. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de parler justement des récentes révélations du département américain de la Défense, à savoir le Pentagone. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes passé il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps, sur I24 News, la chaîne. Oui, c'est ça. Figurez-vous que on m'a invité là. Je ne l'ai pas demandé, mais c'est la seule chaîne grand public qui m'a invité. Félicitations. Écoutez, je vous remercie, d'autant que j'étais pas très en forme. J'avais mal à la gorge ce soir-là. Ça ne se voyait pas trop, je pense. Voilà. Non, pas du tout. Ça se voyait pas. Ça, c'est pas un problème. Alors, allez-y. Parlez-nous de cette fameuse révélation. Alors, écoutez, ça s'est passé. Ça se déroule ça démarre au mois d'octobre, quand a eu lieu une réunion organisée par un chanteur de musique rock, je crois, qui s'appelle Tom DeLonge, qui s'est passionné pour les ovnis et puis qui a réuni une équipe de gens de haut niveau. Il travaillait depuis un an ou deux au moins là-dessus. Et grâce à sa notoriété, il a réussi. Et puis une approche qui pourrait comparer à celle un peu de Leslie Kean, c'est-à-dire une approche assez centriste, centrale. Il a réussi à mobiliser un certain nombre de gens, dont notamment un certain Luis Elizondo,
qui venait de démissionner d'un poste, eh ben, figurez-vous, de responsable de l'étude OVNI au Pentagone. Donc c'est pas vieux, hein, c'était au mois d'octobre. Et alors qu'à l'époque, ça faisait bientôt 50 ans que le Pentagone disait qu'ils avaient cessé d'étudier les ovnis et qu'il n'y avait rien. En réalité, ils avaient continué. Et lui, il a été responsable d'un petit service pendant 5 ans. Mais à mon avis, il a dû dévoiler, là, ça n'est que, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Hein. Mais c'est déjà pas mal de savoir qu'il y a un iceberg. Et donc, il y a eu une réunion, il a fait toute une présentation le 11 octobre 2017. Il a fait une belle réunion qu'on peut voir sur Internet avec 5 personnages de haut niveau. Donc, Luis Elizondo, et un physicien réputé, le docteur Al Puthoff, qui a fait une longue carrière à la CIA, à la DIA, etc. Et dont on savait bien qu'il s'intéressait aux ovnis depuis longtemps. D'autres hauts personnages comme Jim Semivan, qui était un ancien espion de 25 ans au service de la CIA, et un autre qui s'appelle Steve Justice, directeur de la division aérospace de Lockheed Martin. Et alors là, Lockheed Martin, on va sûrement en parler un peu parce que ce sont les Skunk Works, et c'est là que, selon certaines révélations, n'est-ce pas, on aurait fait des choses absolument extraordinaires, des ovnis à très haute performance et ultra secret. Mais on va en reparler si vous voulez. Mais bon, là, ils n'ont pas parlé de ça, hein, cette réunion-là. Avec plaisir. D'ailleurs, dans le PDF que vous m'avez envoyé, je crois que vous parlez de ce... Oui, oui, je parle de ces gens-là. On parle beaucoup de Lockheed Martin. Et alors, et puis encore un 5e personnage, Chris Mellon, conseiller pour les affaires de sécurité nationale. Donc des personnages de gros calibre quand même. Hein. J'insiste là-dessus parce que c'est là que les choses, c'est quand même, ça a pris une tournure tout à fait nouvelle. Ces gens-là se sont réunis à l'instigation de ce jeune musicien, Tom DeLonge. Ils ont fait une bonne réunion, on la voit sur Internet, je l'ai regardé, écouté avec intérêt. Mais c'était une première étape de cette nouvelle période qui s'ouvre, à mon avis, et parce que on a eu ensuite, donc, tout d'un coup, des révélations qui sont apparues à la mi-décembre 2017, quand les plus grands journaux américains, le New York Times et le Washington Post et d'autres, ont révélé on fait des révélations à l'instigation notamment de ce Luis Elizondo qui venait de démissionner récemment d'un poste d'étude des ovnis en secret au Pentagone et qui s'est mis à raconter ça. Et qu'il y avait eu tout un service pour lui pendant 5 années, de 2007 à 2012. Bon, c'est ce qu'il a raconté, mais les gens qui sont vraiment au courant, comme certains chercheurs comme Grant Cameron et d'autres, sont persuadés que c'est pas vrai, que ça s'est pas arrêté, que ça a continué. Et puis alors, ils ont révélé qu'ils avaient étudié les ovnis. Ça est paru, il y a eu un article donc, que je le disais dans le New York Times, le Washington Post aux États-Unis. Il y a eu des petits articles plus prudents, disons, dans Le Monde du 18 décembre et dans le Figaro du 18 décembre également. Reprenant les informations des 2 journaux américains. Et ça donne quoi? Ça donne que donc ils ont en réalité continué à étudier les ovnis pour faire simple et court, hein, et ils ont divulgué de manière un petit peu comme ça insolite, pas tout à fait officiellement, mais en fait en réalité aussi un témoignage de 2 pilotes américains qui se sont trouvés face à un ovni dans la baie de San Diego en 2004 et qui l'ont même filmé avec une caméra vidéo.
Et on a publié la vidéo. On a la vidéo, elle circule en boucle partout depuis donc la mi-décembre. Et tout le monde en parle. Ça fait un buzz considérable, en fait. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait un buzz considérable, mais en France, vous savez, dans le milieu ufologique français, certains pensent que l'organisme en question de Tom DeLonge, The Start Oui. Academy, serait peut-être orienté vers du business, quelque chose de plus de l'ordre du business, une Ouais, sorte de ouais, ouais, média. ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, personnellement? Ben, je pense que c'est typiquement l'argument typique des, des sceptiques. On m'a accusé d'avoir fait beaucoup d'argent avec mes livres, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, par exemple. C'est un argument typique. Non, c'est pas ça. Enfin oui, peut-être que lui, il veut faire de l'argent, mais manifestement, il est sincère dans sa démarche, ce Tom DeLonge. Il est très intéressé. Après tout, Je pense également, comme vous, qu'il est sincère, qu'il est honnête. bon, Mais il a de l'argent, et alors? c'est vrai, Moi, il y a ça de ne me l'argent, oui. dérange pas du tout. Au contraire, s'il a de l'argent à dépenser, il reste très bien. Et puis en Voilà. même temps, c'est pas la même culture aux États-Unis et en France. Ils n'ont pas de problème Oui. d'argent avec l'argent, les Oui, c'est Américains. ça. Nous, en Tout à France, fait, on a tout à fait. toujours un problème avec l'argent et je crois que vous Oh êtes là bien là là là, placé. oui, oui, oh là là, l'argent, oh là là, faut pas gagner l'argent, Et oui. oui, et vous êtes bien placé pour le savoir parce que je crois savoir que vous avez vécu aux USA en plus, hein, aux Oui, oui, États-Unis. j'ai habité 3 ans aux États-Unis. Oh, je suis pas allé pour gagner beaucoup. J'y étais allé pour essayer de devenir artiste. Artiste peintre. J'ai fréquenté des écoles et tout. Mais Bah bon, comme j'ai eu des très bonnes années, très intéressantes, mais je n'ai pas réussi dans ce domaine. artiste peintre, je crois savoir comme Bud Hopkins alors. Oui, exactement. Il se peut que j'ai croisé Bob Hopkins dans les rues à Greenwich Village à l'époque sans le savoir, parce que je ne connaissais rien ou presque rien de Ah, l'ufologie aux États-Unis à l'époque. D'ailleurs, Bob Hopkins a commencé à vraiment s'intéresser à cela que plus tard, vers, les fins intéressant. des- C'est vers la fin des années 60. Moi, j'y suis allé, bah si, à peu près à cette époque-là. Bon, ben voilà. Alors, je vous avais coupé là-dessus, alors sur le Pentagone, cette révélation. Alors, Oui, allez-y, je vous laisse continuer alors, là-dessus. Revenons au Pentagone. Ouais. Revenons au Pentagone. Donc, c'est vraiment très intéressant l'information qui a été livrée, où on voit donc sur la vidéo enregistrée par deux avions de chasse de l'aéronavale américaine, des F-18 pour ne pas les nommer, des chasseurs avaient décollé du porte-avions Nimitz en paix de San Diego et ils se sont trouvés face à un ovni qui s'est mis à faire des cabrioles dans leur on le voit qui virevolte un peu dans la vidéo et puis à un moment donné qui part à toute vitesse vers la gauche. Alors l'incident n'était pas terminé car les contrôleurs de vol ont dit aux deux avions d'aller se retrouver ensemble à un point un peu plus loin. Et quand ils sont arrivés, ah ben l'OVNI était là, les attendait. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que pour moi, qui ai quand même lu beaucoup sur les OVNI et rencontré beaucoup de gens, c'est typique. C'est typique Démonstration. d'une démonstration, voilà. Voilà, c'est Une ça, ouais. Ouais, démonstration. ouais. On est là, coucou, on est là, regardez-nous. Et regardez ce qu'on sait faire. Ça a commencé comme ça dès 1947. Hein, parce que quand on étudie les observations d'OVNI, quand ça a commencé, la première grande vague d'OVNI, de soucoupes volantes, comme on disait à l'époque, en 1947, c'est du même genre. Il y a des démonstrations en vol au-dessus des bases militaires, d'ailleurs. Il y a des véritables parades aériennes. Donc ça fait 70 ans que ça dure, ça. Et Et je là, pense que semble-t-il que le gouvernement voulait cacher tout ça, toutes ces oui, informations, et on pourrait penser que là, ils sont en train de petit à petit de laisser, comment dire, s'ouvrir un peu le secret, hein. oui, voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs phases, si vous voulez. La première phase, je viens d'en parler un instant, c'est la première grande vague d'observation des ovnis en 1947. Il y en a eu ensuite un peu partout, notamment en France en 52, en 54, en Italie, etc. Et alors là, c'était quand même
ça a fait beaucoup de bruit. Les gens se sont énormément intéressés. Il y a eu beaucoup d'articles, etc. Donc, ils ont créé une commission qui était d'abord, dans un premier temps, chargée de dégonfler le sujet, et puis mais finalement s'est mise au travail à l'instigation d'un jeune capitaine très intelligent qui s'appelait Ruppelt, capitaine Ruppelt, qui a fait ensuite un bon livre. Mais malheureusement, on est en 1952 à ce moment-là, et puis mais lui il s'est retiré assez rapidement parce qu'il a vu qu'en réalité c'était biaisé, sa commission. Et puis la commission a continué à travailler jusqu'à la fin des années 60 avec un conseiller scientifique qui s'appelait l'astronome Alan Hynek, qui était mal considéré par les ufologues de l'époque parce qu'on disait qu'il passait son temps à démolir, à dégonfler les observations d'OVNI. C'était d'ailleurs en grande partie vrai, sauf qu'il a petit à petit il a évolué. C'est là que c'est intéressant, c'est que et finalement, quand ils ont décidé de mettre fin à cette commission en 69, à la suite d'un rapport négatif, la commission Condon, du professeur Condon, lui, il s'est rebellé et il s'est mis à écrire un livre qui est paru 2 ans après, disant « Mais j'ai mis 20 ans à me convaincre, mais maintenant je suis tout à fait convaincu de la réalité des ovnis. » Et il est devenu un promoteur, si vous voulez, de l'étude de l'ufologie. Il a créé l'un des 2 principaux groupes d'études qui s'appelait le CUFOS, Center for UFO Studies, qui a fonctionné et malheureusement qui est presque mort aujourd'hui. Ben oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans ce groupe-là. Bon, il y a un autre groupe qui a beaucoup pris une grosse extension qui s'appelait le MUFON, qui existe toujours, avec des hauts et des bas. Et il y a aussi, souvenez-vous, le NIRCAP de Jacques Vallée. Le NICAP, oui. C'était NICAP. Alors attendez. NICAP. Ah oui, il y a eu le NICAP, oui. Non, oui, je vois de quoi vous parlez. Le NARCAP. Le NARCAP, ça, c'est un groupe d'études qui a été créé par quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois, le docteur Richard Haynes, et auquel participe en effet Jacques Vallée, et qui s'est spécialisé dans l'étude des observations de pilotes. C'est un très bon groupe de travail. Hein. Il était basé à San Francisco, le docteur Richard Haynes, je crois qu'il a déménagé maintenant. Je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment en Italie et au Brésil. Et alors, tout ça, ça fait, pour résumer, qu'il y a beaucoup de gens, certains vraiment très compétents, qui s'intéressent aux ovnis, et depuis longtemps maintenant. Alors, juste une petite rectification, c'était bien le NICAP, hein, le National Investigation Committee on Aerial Phenomena. Aerial Phenomena, voilà. Le NICAP. Oui, le NICAP. Oui. NICAP, ouais, c'est ça. Oui, bon d'accord, on peut dire NICAP. Oui, NICAP en français. Oui, c'est ça. Vrai. C'était Donald Keyhoe, qui était un officier de la marine, je crois, qui avait piloté cela pendant des années. Mais ça n'existe plus, ça également, ça s'est arrêté. Il y a eu pas mal de groupes. Il y avait l'APRO aussi à l'époque. Ça, c'est dans les années 50. Mais je crois que ce groupe. Bon, mais là maintenant, aujourd'hui, il y a plus que, il y a le MUFON surtout. Oui, c'est vrai que le MUFON maintenant. Et puis il y a un nouveau groupe qui est apparu. Excusez-moi, j'accélère un tout petit peu. C'est le NEEDS d'un milliardaire américain qui s'appelle Robert Bigelow. Ah oui. Qui a fonctionné pendant des années, qui, dit-on aujourd'hui, ne fonctionne plus, mais ça, c'est pas vrai. C'est sans problème. Il s'intéresse toujours autant aux ovnis, Robert Bigelow, et même plus que jamais. Et qui avait financé... Puisqu'il est lié à Tom DeLonge et tous ces gens-là. Et qui avait en plus financé le MUFON à l'époque. Robert Bigelow avait il financé des études du MUFON, oui, notamment les opérations d'implant du docteur Lair, que j'ai bien connu. Ça, c'est toute une autre histoire. Et son entreprise, c'est Bigelow Aerospace, je crois, hein, qui est... Oui, c'est ça. C'est basé, donc, c'est sa ville, c'est en Nevada, c'est la ville des casinos, Las Vegas. D'accord, ouais. Mais il a aussi, d'autres établissements, il n'est pas... Bon, on peut dire que c'est un milliardaire qui est un peu en concurrence avec le patron de PayPal, là. Je sais plus le nom de ce monsieur, là, qui fait des... Ah, peut-être, oui. Enfin, quand même, attendez, il est quand même beaucoup moins... il est quand même financièrement beaucoup moins grand que les très grands patrons, hein, comme ceux de...
Oui, de PayPal, comment il Ah, je s'appelle, sais qui plus a le fait. nom, ouais, PayPal. Ouais, ouais. C'est pas, il n'est pas à ce niveau-là de fortune. Il n'est pas aussi considérable, mais c'est quand même un homme très riche. Voilà. Ah, Elon Musk, Elon Musk, ben qui voilà, fait oui, oui, aussi des oui. C'est un Musk recherches. qui s'intéresse beaucoup, qui se développe dans l'espace, dans Tout à fait, l'aérospace, ouais, l'espace real voilà, estate. c'est pour ça que je parlais de lui, que je faisais en fait D'ac- ouais, la comparaison. Oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, mais justement, non, mais c'est intéressant parce que il y a une sorte de conjonction qui s'opère entre les gens qui s'intéressent à l'espace et fusées, et comme Robert Bigelow, donc il a des projets avec la NASA, des espèces de grandes structures gonflables dans l'espace, entre autres. Et puis, il s'intéresse aux ovnis. Et justement, il s'avère que l'équipe qui a travaillé en secret au Pentagone et qui a eu des crédits assez limités, des 22 millions de dollars. On ne savait plus très bien si c'était pour 5 ans ou tous les ans. Mais cet argent a été versé en grande partie à Robert Bigelow et qui a installé une sorte de hangar ou d'établissement du côté de Las Vegas où il a stocké, où il a permis de stocker des débris, des morceaux, des choses provenant des ovnis. Ah, Voilà. ça par Donc, contre, je ne savais pas oui, ça, hein. Ouais, ouais. eh ben si, ça fait partie des révélations tout à fait récentes. On a appris ça. Et ça fait pas mal, ça fait chaser pas mal Alors, aussi, hein. alors c'est dommage que vous n'avez pas eu le temps d'en parler sur I24 de ça, parce que... Alors là, I24, j'ai eu 5 minutes, Ouais, alors, et encore, c'était rapide, hein. ils m'ont coupé à la fin un petit peu Ouais. d'ailleurs. Mais Enfin, je savais, je m'y attendais, je m'étais préparé, donc j'ai fait l'ultra simple, hein. Mais comment expliquez-vous Bon. comment dire, cette différence entre les États-Unis, les médias américains et les médias français? Qu'est-ce qui se passe avec nos médias français là? Ah, c'est une excellente question qui m'a donné, oui, à laquelle j'ai réfléchi pas mal. Je pense que, bon, d'abord, il y a une attitude générale, c'est qu'aux États-Unis, les gens sont bien plus ouverts, ils parlent plus facilement. Ils n'ont pas peur de raconter qu'ils ont vu un ovni ou mieux que ça, qu'ils ont été enlevés à bord d'un ovni, etc. Moi, j'en ai rencontré, hein, et alors que les Français, oh là là, attention, oh là là, on a peur de trop parler, on a peur du scandale, on a peur d'être tourné en ridicule. Et pourquoi est-ce qu'on a cette peur-là en France? Parce que la France, c'est quand même un vieux pays de tradition euh, très sceptique, en fait. Ça remonte au moins au XVIIIe siècle, à l'époque des philosophes, des grands philosophes de l'époque la philosophie française est devenue très rationaliste, enfin principalement rationaliste et anti-religieuse même, hein, puisqu'il y a eu des conflits entre les, les scientifiques rationalistes et les religieux. C'est toute une histoire, c'est le 19e, 20e siècle. Et donc il y a cette espèce de tension intellectuelle en France. Et l'université disons, très très orienté rationaliste. Moi, j'en ai parlé avec pas mal de gens. Par exemple, j'ai eu un ami astronome, Pierre Guérin, qui s'intéressait beaucoup aux ovnis. Mais pendant des années, il était obligé d'écrire sous un nom d'emprunt quand il écrivait sur Ah, les vous ovnis. avez bien connu Pierre Guérin, parce que Oui, oui, je l'ai bien connu pendant une bonne dizaine d'années, j'ai oui. beaucoup... Parce que quand j'ai fait mon premier livre, j'avais rencontré Joël Ménard de la revue Lumière dans la nuit, qui m'avait fait rencontrer Pierre Guérin. D'accord. On était au début des années Ah oui, 90. parce que Et il m'a aidé à écrire mon bouquin, Parce que d'ailleurs, à moi j'ai l'époque. vu quelques vidéos sur Pierre Guérin et il avait pas sa langue dans la poche, hein, et c'était quelqu'un qui Ah disait ben les oui. choses comme il le pense, hein. Oui, oui, Ah, oui. Il y a eu une grande émission qui, à l'époque, c'était en 1973, où il était invité face à une brochette de journalistes assez agressifs. Et c'était le débat était animé par François de Closet, qui s'intéressait beaucoup aux je crois ovnis. que c'est celui-là que Alors, j'ai vu. Oui, oui. entre parenthèses, et là aussi, il faut en dire un mot, c'est que il y a des petits malins qui lui ont balancé dans les pattes, à lui, à Guérin et autres, un faux,
une observation bidon d'OVNI en Angleterre et qui leur a explosé la figure après. Et moyennant quoi, François de Closets a offert sa démission qui a été refusée, mais il a décidé de ne plus jamais parler des ovnis. Oui. Voilà comment on fait pour neutraliser un journaliste vedette qui s'intéresse à ce sujet. On lui balance un canular dans les pattes qui lui explose et il se retire du terrain. Comme Jacques Pradel. Ah ben Jacques Pradel, oui, c'est un petit peu la même chose, sauf que Jacques Pradel, lui, il est resté quand même très intéressé, manifestement. Mais c'est vrai que lui, oui, on peut comparer. Oui. C'est vrai. Si on veut. Alors qu'est-ce que vous... Mais ça, c'est... Donc voilà, la situation en France, elle est comme ça. Là, pour revenir à nos moutons, là, quand ces informations très intéressantes sont apparues, enfin en décembre, et là début janvier, il y a eu très peu d'émissions. Là, j'ai été invité avec une petite chaîne, mais par exemple, une émission beaucoup plus grand public, connue, qui est la 28 minutes de Elisabeth K après le journal de Arte. C'est tous les soirs vers 8h et quelques. Ils en ont parlé et ils ont ridiculisé l'histoire, quoi. Ils ont ridiculisé cette divulgation. Oui, comme souvent. Et qu'est-ce que vous pourriez rajouter donc sur cette révélation, cette divulgation donc du Pentagone? Eh bien, ce qu'on peut rajouter, c'est que il y a aussi des polémiques assez violentes. Par exemple, il y a un bonhomme qui s'appelle John Lear qui prétend que c'est une fausse, que ce film est un faux. Alors c'est très bizarre. Pourquoi il raconte ça, lui? Il faut bien comprendre que ce John Lear, c'est un vieux bonhomme, un ancien pilote qui a eu son heure de gloire, mais qui a été au premier rang des révélations absolument sensationnelles et effrayantes. Vers la fin des années 80, il a publié une brochure qui s'appelait L'horrible vérité, quelque chose comme ça. Et alors qui racontait que, en fait, il y avait eu un pacte diabolique presque passé en secret par les militaires américains avec des petits gris qu'ils avaient autorisés dans des bases secrètes comme la base de Dulce, dont l'existence n'a jamais été prouvée d'ailleurs, pour faire des opérations assez épouvantables sur des êtres humains qu'ils avaient enlevés. Alors ça, c'était John Lear, modèle des années 80, fin des années 80. Et John Lear, il a... Ah bah tiens, c'est curieux, comme c'est curieux. Il raconte que tout ça, que ces divulgations sont fausses. Et alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'est fait pour cacher des secrets beaucoup plus importants, beaucoup plus considérables. Donc on balance au public une fausse information. Enfin, c'est très tordu comme Oui, argument. c'est-à-dire que, et moi je le pense, que pas mal de personnes qui ont été interviewées à l'époque par Kerry Cassidy et puis je sais plus l'autre nom, la voilà, personne. ah oui, alors là vous m'amenez à parler un peu. Je crois qu'il faut absolument on dirait y que venir. 80% des personnes qui sont passées dans cette émission qui était, comment elle s'appelait sur YouTube, c'était Projet Camelot, Projet Camelot là. Alors oui, je connais un peu cette équipe. Ouais, et j'ai l'impression que c'était une opération. Et Paul Ryan, mais ils se sont séparés tous les deux parce que ils se sont séparés, ils ont été promoteurs, en effet, d'une nouvelle vague, si je puis dire, de gens qui ont fait des révélations absolument sensationnelles, et nous en arrivons à ce livre qui a fait une sorte de synthèse de Michael Salla, Programme spatiaux secrets et alliances extraterrestres, qui plaît beaucoup à certains. Je l'ai lu, mais c'est un très bon roman de science-fiction, à mon avis, c'est pas mal comme science-fiction. Ça s'inspire d'ailleurs beaucoup de la science-fiction, les séries Star Trek, Stargate. C'est assez plaisant à lire, mais alors c'est fantasmagorique. On est en plein Star Trek. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais donc référence à comment elle s'appelait encore
de Projet Camelot, là, le Kerry Cassidy. Oui, Kerry Cassidy, Parce que ben j'ai oui, l'impression c'est elle qu'ils ont... qui a contribué à faire connaître ces gens-là, entre autres. Exactement, j'ai l'impression que c'était plutôt un projet de désinformation, ce Projet Camelot, là. Eh ben, écoutez, on peut se poser la question, et moi je me la pose. Je me demande si certains de ces témoins, parce que ce qu'ils racontent est absolument fantasmagorique, euh, c'est tellement dingue qu'on peut se demander si c'est pas de la grosse désinformation un peu dans l'esprit de ce John Lear dont je parlais il y a 5 minutes. C'est-à-dire que il raconte qu'il y a 5 programmes spatiaux gigantesques qui ont créé des ovnis gigantesques qui se voyagent qui font des vols interstellaires. Ils avaient déjà fait un vol. Alors c'était parti avec, au départ, c'était des engins nazis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Comme ça, les Allemands auraient réussi le premier atterrissage sur la Lune en 1942. Ils auraient immédiatement creusé des galeries pour faire une base souterraine, etc., avec l'aide d'extraterrestres venus de Alpha Draconis. Enfin bref, on est en pleine science-fiction à la Star En Trek. plein délire, ça va très très loin, Stargate effectivement. même, parce que c'est secret. Hein. Oui, en plus, ouais. Alors, Ça, si vous le voulez bien, on en parlera en fin d'émission, c'est-à-dire du livre de Michael Sala. Mais donc on oui. parlait, donc on continuait sur le Pentagone, parce que c'est vrai qu'on est passé de... Alors, sur le Ouais. Pentagone, remarquez que, bon, alors, on peut continuer à en parler un petit peu, mais disons qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations, si ce n'est que ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que ce qui apparaît aux yeux des observateurs les plus affûtés, comme je pense à Grant Cameron qui en parle beaucoup, il y a pas mal d'émissions de Grant Cameron qui est un très bon chercheur, c'est que euh, il y a en fait depuis longtemps des gens qui poussent à la divulgation. On en a cité là par exemple le docteur Al Puthoff et d'autres. Mais ils étaient plutôt minoritaires. Or, là, il semble qu'il s'est réussi à marquer des points ces derniers temps. On dirait que tout se passe comme s'il y avait un nombre croissant de gens dans le monde industriel, militaro-industriel américain qui commencent à se dire que c'est pas possible de continuer à maintenir le secret absolu sur les ovnis, qu'il faut commencer à divulguer. Et voilà, c'est peut-être ça le scénario qui a commencé depuis maintenant 3 Du mois. coup, je Euh, rebondis donc sur ce que vous venez de dire. Quel changement va se produire selon vous dans les prochaines années, suite justement à ces multiples déclarations? je pense que là, les choses ont atteint un point. Il y a un point de non-retour là maintenant qui est franchi. Parce qu'avec les divulgations qui ont lieu, qui viennent d'avoir lieu, ils ne peuvent plus s'arrêter, ils ne peuvent pas s'arrêter là. Il faut qu'ils continuent à avancer maintenant. Donc, à mon avis, enfin, c'est l'avis de gens comme celui que je citais, la Grande Cameron et d'autres, Richard Dolan, etc., et d'autres, euh, les divulgations vont continuer. Il y a un changement là de cap très important qui a lieu actuellement et on va avoir d'autres divulgations. Il va y avoir d'autres cas d'observation qui vont être divulgués. Et puis, on va réentendre parler de gens qui ont fait déjà des débuts de divulgation il y a depuis quelques années. Et par exemple, et qui vont revenir au premier plan. Par exemple, il y en a un qui est cité abondamment par Grant Cameron, qui suit tout cela depuis des années, qui a fait de bons livres là-dessus, j'en ai au moins 2, et qui viennent de parler, de rappeler les divulgations qui ont été faites par... je suis en train de tourner quelques pages de notes que j'ai prises pour ne pas me tromper. Oui, allez-y, prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, hein. Oui, donc Grant Cameron vient de rappeler dans une de ses nombreuses émissions qu'on peut voir sur Internet. Bon, faut comprendre l'anglais et il parle très vite en plus. Bon, heureusement, j'arrive à suivre. Mais il vient de rappeler que il y avait déjà des divulgations très intéressantes qui ont été faites
au cours des années précédentes et qui confirme, par exemple, bon, c'est un ancien de la CIA qui est un poste élevé à la CIA et qui a, disons, raconté de manière un peu voilée, mais intéressante, que il y avait que le crash de Roswell avait bien eu lieu, notamment. Vous voyez. Voyons comment il s'appelle, ce gars-là. Oui, il s'appelle Chase Brandon. Et il a été numéro 2 de la CIA pendant des années. Et il a été interviewé par un journaliste qui s'appelle Billy Cox, qui a été à son tour interviewé par Grant Cameron. Alors vous me direz, bon, c'est le deuxième, troisième main. Non, c'est très, très sérieux. C'est pas n'importe qui. Ouais. Et il a confirmé le crash de Roswell, notamment. Ah oui. Et que, donc, non seulement il y a les ovnis, mais le crash de Roswell, c'est vrai. Et donc, il y a un train qui redémarre, là, si on veut. Hein. Oui, là, on peut le dire. Cette fois, qui redémare fort, hein, qui prend de la vitesse. Si c'est le numéro 2 de la CIA, comme vous dites, ça démarre très fort, même. Ça redémarre très fort. C'est un ancien numéro 2. Oui. Un ancien numéro 2. Hein. Il a attendu quand même d'être à la retraite pour parler. Ah, bah, dis donc. C'est souvent comme ça. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle The Crypto Conundrum. C'est très bizarre comme titre. C'est le... Ce qui veut dire en français, ça veut dire quoi en français? Crypto, tout le monde sait ce que c'est crypto. Ça veut dire très très secret, au-delà du secret. Ah d'accord. Crypté, si vous voulez, il y a le mot crypté là-dedans. Et puis conundrum, c'est un nœud de vipère, si on peut dire, enfin une situation complexe. D'accord, alors parlons de l'hypothèse extraterrestre de certains ovnis. Depuis ces nombreuses années, qu'avez-vous retenu des congrès ufologiques auxquels vous avez assisté et de vos recherches personnelles? Oui, alors écoutez, je vais essayer d'être bref quand même. J'ai acquis la conviction tout à fait solide que, 1, il y a des ovnis, 2, il y a des ovnis qui sont extraterrestres, 3, que c'est très complexe, qu'il y a des dimensions, il y a peut-être d'autres dimensions. Bon, je sais qu'il y a un auteur français immigré aux États-Unis qui est très célèbre en France, c'est Jacques Vallée, puis qui est connu aussi aux États-Unis, qui a beaucoup mis l'accent là-dessus, mais au point de mettre en doute l'hypothèse des ovnis extraterrestres. Et je trouve ça, à mon avis, c'est assez suspect comme position. Je me méfie énormément Est-ce que vous avez eu, mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger en privé avec Jacques Vallée, justement? En public, j'ai échangé par livre à travers mes bouquins, puisque par livre interposé, dans un de mes livres, j'ai critiqué l'analyse qu'il faisait de réfutant l'hypothèse extraterrestre en 5 points. Moi, je l'ai réfuté, sa réfutation. Parce que moi, ce que j'ai compris de Jacques Vallée, c'est qu'il n'a jamais abandonné l'hypothèse extraterrestre, mais qu'il a rajouté en fait d'autres hypothèses comme les autres dimensions, tout ça. Hein. Oui, mais enfin, ça, c'est un petit peu ce qu'il a tendance à faire croire aujourd'hui, mais il y a eu toute une période où il a carrément renié l'hypothèse extraterrestre. Parce que dans son premier livre, là, il y a eu toute une série de livres dont le premier s'appelait Autre dimension, qui a été traduit en français. Là, il y avait une réfutation de l'hypothèse extraterrestre en 5 points très argumentés. Donc, il y a bien eu une période où il a réfuté l'hypothèse extraterrestre. Maintenant, il revient en arrière. De toute façon, même si c'est d'autres dimensions, ça reste quand même extraterrestre, en dehors de la Terre. Exactement, exactement, tout à fait. C'est justement l'un des arguments que j'ai mis en avant, c'est peut-être qu'il y a des extraterrestres qui sont capables de passer par d'autres dimensions, mais il reste quand même des extraterrestres, n'est-ce pas? Ça reste valable. Voilà. Et alors, donc, à partir de quel, comment dire... Mais quand même, je voudrais pas être trop catégorique et trop simpliste, parce qu'on va encore m'accuser de faire avec des gros sabots, n'est-ce pas, de faire dans les nitos les boulons. Ça, c'est l'argument des sceptiques, ça, ouais, ou alors des gens qui se croient très avancés, c'est oui, ils croient encore aux ovnis, les boulons. Alors oui, sauf qu'il y a ni tôle ni boulon, mais
aux ovnis matériels, oui. Mais avec peut-être d'autres dimensions, si on peut dire, c'est-à-dire qui sont capables de se transformer, de passer sur d'autres plans, etc. Mais c'est de la physique de haute volée, tout ça, quand même. Et puis, il y a quand même éventuellement aussi une dimension, j'allais dire spirituelle. Oui, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas hostile à ces dimensions qu'on dit spirituelles ou ésotériques. Je ne me ferme pas mentalement à ces choses-là. Là où je deviens méchant et je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres. C'est là que je ne suis plus d'accord du tout. Alors nous sommes bien d'accord là-dessus. Tous ceux qui pensent qu'il y a bien une ou des présences aliens sur Terre, que nous sommes donc observés, se posent une seule et même question, l'intention de ces entités. D'après vous, voilà. Alors d'après vous, oui, tout à fait. Quelles sont les intentions de ces intelligences supérieures? Alors, je pense que, bon, d'abord, il se peut qu'il y ait plusieurs agendas, hein, parce qu'ils ne sont pas tous forcément d'accord ça avec les autres. Il y a même peut-être eu des luttes, et il y a peut-être encore des luttes entre certaines factions dites extraterrestres. C'est là aussi très compliqué, mais je pense que, en gros, pour essayer de répondre à votre question, je crois que depuis maintenant donc 70 ans, avec cette première grande vague d'apparition d'OVNI, on est passé dans une nouvelle étape. Jusque-là, il y avait des opérateurs, si on peut dire, des observateurs, des secrets qui agissaient de manière tout à fait occulte. Mais là, tout d'un coup, ils ont commencé à se désocculter un peu, à apparaître un petit peu plus clairement. Et ça dure maintenant depuis 70 ans. Et c'est quoi l'agenda cette fois? C'est de se faire connaître, de comprendre petit à petit l'humanité qui sont là, il faut qu'on apprenne à les connaître. Et puis il y a aussi un autre aspect qui me paraît très important à souligner, c'est qu'il protège un peu la Terre aussi, par exemple, contre les armes nucléaires. Ils nous ont fait savoir que nos armes nucléaires, c'était très dangereux. Il fallait qu'on fasse très attention et qu'ils ne nous laisseraient pas abîmer la Terre. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de cela? Je suis d'accord avec vous. Écoutez, je partage aussi votre point de vue. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de penser cela parce que les observations d'OVNI à proximité des installations militaires et nucléaires et même des stations civiles, c'est une des données les plus importantes de ce que l'on peut savoir, ce que l'on sait des ovnis aujourd'hui. Et ça, c'est dans le monde entier. Aux États-Unis, en Russie, en Grande-Bretagne et en France, puisqu'il y a eu des cas d'observation. Moi, j'ai connu un journaliste de France 3, du Sud-Est, qui m'a dit, je ne veux pas donner son nom parce que ça pourrait l'embêter. Mais enfin, il est venu en parler quand même à un repas, des repas ufologiques parisiens, une fois, qu'il a rencontré une fois un officier qui avait été en poste sur le plateau d'Albion, où on a eu pendant quelques années, on a eu des fusées, vous savez. Ça a été arrêté, les fusées du plateau d'Albion, mais à l'époque, on les installait. Il y avait tellement d'ovnis qui venaient surveiller ça qu'au mess des officiers, tout le monde n'arrêtait pas de parler de ça, et ceux qui ne voulaient pas en entendre parler étaient obligés d'aller manger à une table à part. Oui, c'était tout l'armement nucléaire de l'époque, là, sous De Gaulle, Pompidou, tout ça. C'était notre force de frappe à l'époque de Pompidou et autres. Et donc, oui, il y avait aussi, nous avons eu aussi nos ovnis qui surveillaient nos activités nucléaires. Oui. Exactement. Donc ça, c'est pour essayer de répondre un petit peu donc à votre question, qui je trouve importante et intéressante, c'est à quoi jouent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Alors il y a un autre aspect, c'est que
que j'aime bien mentionner, c'est qu'il y a des gens qui vous disent, mais il y a trop d'observations absurdes, il y a des histoires ridicules. Peut-être qu'elles sont faites exprès, ces histoires ridicules. C'est le frein pour que ça n'avance pas trop vite, parce qu'ils savent qu'il va falloir plusieurs générations pour que l'humanité franchisse cette étape d'apprendre à vivre avec ces extraterrestres, et que donc il ne faut pas que ça aille trop vite, parce qu'il pourrait y avoir aussi des réactions de rejet, de violence. Donc c'est un jeu de balance assez délicat. Il y a aussi voilà, le fameux principe de non-ingérence de Christelle Soval. Et également, voilà. Et oui. Mais vous savez, il y a beaucoup d'idées très intéressantes dans la science-fiction. Et dans la série Star Trek, il y a cette idée qui est très, très chouette du principe de non-ingérence. Oui. Voilà. Eh ben oui. C'est astucieux comme idée. Et je pense que ça joue effectivement. Alors c'est vrai que je l'ai vu, j'ai vu cette idée dans la série Star Trek, mais elle a aussi été, oui. comment dire, Star Trek, Stargate. Une personne l'a reprise que vous devez connaître, c'est Christelle Soval. Il parle souvent de ça, du principe de non-ingérence. Ah oui. Oui, effectivement. Dans son oui, livre, il a exposé pas mal d'idées. Christelle Soval, bon, je le connais très peu. À vrai dire, on n'est pas très très proche parce que lui, il s'est embarqué sur ce dossier des humides auxquels je ne crois pas du tout. Oui. Bon. Alors là, tout de Donc suite, ça me gêne un peu. Ça me gêne beaucoup même. Quand vous parlez des humides, tout de suite, je pense à Jean-Pierre Petit que vous avez côtoyé sur les plateaux de. Oui, que j'ai côtoyé pendant quelques années, mais je me Christophe suis. de Chavannes. Oui, je me suis carrément fâché. Je me suis fâché avec Petit. Ah oui, ça veut dire que vous n'êtes vous n'êtes pas amis tous les deux. Pas du tout. Ah non, on n'est pas amis tous les. On a été amis et vous pouvez le voir sur quelques vidéos qui traînent encore sur YouTube. Ah oui, il y en a plein. Où on était ensemble à des émissions, notamment une émission de Christophe de Chavannes, où j'avais été amené à prendre sa défense quand il avait été attaqué sur un mot, en l'occurrence. Eh ben, c'est assez amusant parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement fans de Jean-Pierre Petit et qui sont fans aussi de vous, qui lisent beaucoup vos livres, tout ça. Et moi en particulier, j'ai découvert l'ufologie avec vous et Jean-Pierre Petit, pour vous dire. J'étais convaincu que vous étiez tous les deux, que vous aviez du respect l'un envers l'autre. Je pense que vous aviez du respect. Oui, on a eu quelques années ensemble. Oui, mais non, maintenant, non, plus beaucoup. Oui, parce que les points, disons, les idées ne sont pas les mêmes. Hein, c'est ça aussi. Non, mais il a dit des choses. Non, les humides, moi, ça passe pas la rampe. Pour moi, c'est pas sérieux. Bon, c'est très complexe comme dossier là aussi, parce qu'il y a plein de documents, il y a des lettres qui sont, paraît-il, très intéressantes. Je veux bien le croire. Mais qui écrit ces lettres? Alors là, c'est compliqué. Mais l'histoire de l'arrivée des humides telle qu'elle est racontée, c'est un conte de fées un petit peu. Hein, Et même si Jean-Pierre Petit, a basé ses connaissances scientifiques sur certains documents humides, vous, ça ne vous a pas, intéressé. J'ai un peu étudié la chose. Et en l'occurrence, si on prend la théorie de la MHD, il dit qu'il a trouvé ça dans des lettres humides. Il y a un petit ennui, c'est qu'il y avait déjà cette théorie à l'époque. Il y avait même une norme de l'Institut technologique américain sur la propulsion MHD à l'époque. Alors, vous comprenez, ça jette un froid quand on découvre ça. Ben, c'est vrai. Ben, écoutez, c'est votre point de vue en tout cas. Hein, mais après, je crois que tout le monde rêve d'une émission avec vous, Gildas Bourdet, et en face Jean-Pierre Petit. Oui, non, mais attendez, j'en ai déjà fait avec lui, mais j'ai pas du tout envie de recommencer. Mais vous savez, ça fait tellement longtemps que vous avez fait ces émissions-là, et puis on adorait ça, on adorait vous voir ensemble, en fait. C'est surtout ça aussi, hein, je pense. Hein. Bon, d'accord. Mais bon, écoutez, je suis décédé. Je suis en train de décevoir beaucoup de gens. Alors. Non, mais disons que beaucoup sont nostalgiques de cette époque des années 90. Oui, c'est vrai que ça va peut-être revenir. Hein. On va voir. On verra bien, peut-être que. Ouais.
Bah écoutez, on parle ce soir. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez bien connu les recherches de Bud Hopkins, ce grand chercheur dans le domaine des enlèvements Oui, extraterrestres, hélas décédé en oui. 2011. Que pensez-vous de Eh ces bien, recherches et pourquoi ce sujet est si sensible en France? On l'a évoqué tout à l'heure d'ailleurs, à eh ben antenne. parce que oui, c'est pour les mêmes raisons. C'est pour les mêmes raisons, et même multiplié par deux ou trois ou quatre, c'est que c'est un sujet hyper embarrassant et irritant pour les gens qui ne veulent pas croire à ces histoires-là. Ils disent c'est de la foutaise, etc., n'est-ce pas? Ce sont des illuminés, ce sont des cinglés, les abductés. Donc les abductés, ben, ils n'aiment pas beaucoup se montrer en public, hein. Et ça, je les comprends. J'en connais, hein. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Alors sur votre blog, Mais vous avez écrit qu'il vous avait fait prendre conscience de l'importance de la question des enlèvements supposés par des extraterrestres, encore peu connus en oui, France à l'époque. Du coup, vous pensez quoi de oui. ces recherches alors sur les abductions? Euh, je pense qu'il y a pas mal de chercheurs tout à fait sérieux. On vient d'en citer un, Bob Hopkins, et il y en a eu d'autres. Ce professeur de psychiatrie, John Mack, par exemple, qui a été convaincu par les recherches de Bob Hopkins, d'ailleurs, auquel il avait rendu visite. Il y avait un ami de Bob Hopkins aussi, David Jacobs, que j'ai bien connu aussi. Malheureusement, David Jacobs, il s'est embarqué dans une théorie un peu trop je dirais radical. Il croit qu'on est envahi, qu'on va nous transformer, Alors, que toutes alors je peux vous ces... le dire, je l'ai reçu également dans l'émission lui aussi, hein, David Jacobs. Ouais, ouais, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, nous sommes amis. Mais à ce que là, je garde mes distances quand même un peu. Voilà. Bah, disons que Mais c'est bon, très sombre, c'est très noir c'est comme très très recherche, hein, sombre. ouais, Non, effectivement, hein. franchement, je n'adhère pas à sa théorie, là, franchement. Non, là, j'y crois pas trop, là. Je crois qu'il a une vision très très sombre, ouais. Alors pour vous, qu'est-ce que sont ces enlèvements extraterrestres? Est-ce que vous pensez qu'il y en a autant en France qu'aux États-Unis, par exemple? Euh, J'aurais tendance à penser qu'il y en a moins, mais il y en a quand même un certain nombre. Oui. Il y en a moins. Les États-Unis, c'est vraiment le pays qui a été le plus travaillé, si j'ose dire, par ces aliens, ces extraterrestres. Ouais. Et pourquoi ces Mais il y abductions en a en alors? France Qu'est-ce que aussi. sont ces abductions? Dans quel but ils font ça? Ah oui, là, vous allez m'obliger à Et qui évoquer fait ça d'ailleurs? la longue. Oui, mais là, on entre dans un domaine de réflexion plus avancé qui est vraiment l'histoire longue, hein. Il faut remonter peut-être des milliers d'années en arrière, hein. Et si c'est pas des dizaines de milliers d'années. Et alors là, on arrive vers la fin de votre émission, je présume, mais ça va être un petit peu long à expliquer en 5 minutes là. Alors, disons, on va Parce essayer que de faire ça en résumé, enfin de faire ça assez court, mais... là, ça amène à l'idée que en fait, il y a des expérimentations génétiques, il y a eu à plusieurs reprises au cours de l'histoire des manipulations génétiques sur l'humanité pour faire évoluer l'humanité. Et vous voyez pourquoi c'est un sujet tellement chaud, en fait, qui est difficile à aborder et Ah! qui continue. On est dans une nouvelle phase. Donc vous pensez que les abductions sont faites pour faire évoluer l'être humain, l'homme, l'Homo sapiens, le nouveau sapiens, c'est ça cette théorie là que j'avais entendue là. C'est l'une des explications assez possibles, oui. Ah, c'est intéressant, ouais, Ouais. pourquoi pas, hein. Donc pour vous, alors du coup, ce n'est pas aussi sombre que David Jacobs, hein. C'est pas du tout. Non, non, je crois pas que ça. Non, c'est pas pour nous faire disparaître. Parce que là, s'ils avaient voulu nous faire disparaître, il fallait le faire avant, hein. Il fallait pas attendre qu'on soit bientôt 7, 8, 9 milliards. Parce que ça devient très difficile de nous faire disparaître Et maintenant. si, comme pour certains le pensent, on servait de bétail pour ces êtres, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie de bétail? Oh non, non, nous ne sommes pas du bétail, non, 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 non. Non, 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 non. Non, là encore, aussi, vision trop sombre. Je crois pas à ça. Non, Eh, non, mais justement, c'était un peu c'était les révélations effrayantes de John Lear dont je parlais tout à l'heure, là. Mais non, 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 ça va trop loin là. Faut pas charrier quand même. Attendez. Et est-ce que vous Il faut. avez
Oui, allez-y, vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Non, non, je vous écoute, allez-y. Ah, Qu'est-ce que... est-ce que vous De avez, quoi... est-ce que oui, vous avez en allez-y, tête allez-y. un cas d'abduction qui vous a marqué en particulier? Bah, oui, par exemple, moi j'ai rencontré un des abductés qui ont été opérés par le docteur Lear, que j'ai rencontré en 2000 aux États-Unis, à une conférence Laughlin au Nevada, et le docteur Lee était là avec un abducté qui venait d'opérer un mois ou deux avant, quelque chose, et qui s'appelait comment déjà j'ai une mauvaise mémoire des noms, mais j'ai bavardé avec lui, j'ai discuté. Il m'a montré la cicatrice qu'il avait au poignet gauche, d'ailleurs. Il y a la vidéo de son opération par le docteur Lair, et qu'on peut voir. Et j'en ai parlé dans mes bouquins, notamment dans mon livre paru en 2010. Je suis en train de le feuilleter pour vous redonner son nom. Et ce gars-là, j'ai bavardé avec lui, j'ai demandé. Bon, il a raconté, il a fini par raconter, alors qu'il avait atteint pas loin de la soixantaine. euh, il était un petit entrepreneur de bâtiment dans le Colorado. Et il a fini par raconter qu'il avait été confronté à un ovni un soir sur une petite route avec sa femme et qu'il avait eu 2 ou 3 heures de temps manquant, comme sur l'expression de Bob Hopkins. Et puis par la suite, il s'est aperçu qu'il avait quelque chose qui le gênait au poignet. Il a été blessé au poignet et on lui a dit mais vous avez un petit objet là. Alors il a compris qu'il avait été implanté. Et alors il a attendu, m'a-t-il raconté, que sa fille ait atteint l'âge de 20 ans pour se dévoiler publiquement là-dessus, pour raconter son histoire et pour aller voir le docteur Lair qui l'a opéré, qui lui a retiré cet implant. Donc quand je l'ai rencontré, ça venait d'avoir lieu, cette opération. Et je lui ai demandé, mais avez-vous une idée sur la raison pour laquelle vous avez été abducté? Est-ce que vous avez une idée? Il m'a dit oui, parce que j'ai des capacités psychiques. Et ça m'a pas du tout surpris parce que j'avais déjà des idées là-dessus. Et je dis ah oui, je vois. Alors, Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup d'abductés, enfin, après leur expérience, ont des dons. oui, Soudainement. mais il y en a qui ont déjà des capacités, des facultés, Ah, d'accord, déjà et avant les qui sont abductions. sélectionnés pour Ah ça. oui, d'accord, sélection des témoins en fait, sélection des experienceurs, ouais. Ouais, Mhm. possiblement et probablement même, je dirais. Voilà, je suis en train d'arriver au chapitre de mon bouquin où je parle de ça. Euh, c'est dans mon livre Vivre à la fin du Et secret. là, on parlait d'implant. Est-ce qu'on pourrait rappeler brièvement ce qu'est un implant aux auditeurs qui ne savent pas? Eh ben, ce sont des gens qui ont des histoires d'enlèvement et puis qui découvrent ou même sans avoir de mémoire d'un enlèvement, qui découvrent qu'ils ont un petit implant. Souvent, c'est dans les pieds, dans les mains, du côté des épaules, par là. Lui, il avait un implant au poignet, par exemple, ce gars-là, dont je vous parle. Et on a analysé pas mal ces implants. On en a analysé un certain nombre. Et il y a eu des analyses assez poussées qui sont d'ailleurs publiées, notamment dans le dernier livre du docteur Lair que j'ai traduit, qui est paru pas très longtemps avant sa mort, qui s'appelle Contact OVNI, la dernière frontière, que je me permets de recommander au passage, aux éditions du Mercure Dauphinois. Et alors les gens qui ont l'esprit un peu scientifique, ils verront qu'il y a des analyses très poussées d'un plan qui ont été faites, et notamment des proportions d'isotopes des différents corps qu'on trouve, des différents éléments, et qui sont d'origine et qui sont la signature d'une origine extraterrestre. Et à quoi serviraient ces implants? Ah ben on s'interroge, mais d'abord à les avoir à l'œil, si j'ose dire, à savoir toujours où ils sont, et puis à peut-être
avoir une action sur leur système, sur certaines facultés physiques, comme les hormones, tout ça. C'est très complexe. Les cerveaux, les services système nerveux, etc. Bon, en effet, c'est très complexe. Oui, là, on est dans le domaine de l'ufologie très Et scientifique. donc, très vous complexe. pensez que c'est sérieux ces histoires d'implants là? Ah oui. Ah bah oui, écoutez. Je me permets de vous suggérer de vous procurer le livre du docteur Lair, Contact OVNI, la dernière frontière. Ok, très bien. Ouais. Bon, bah voilà, on le conseille aux Ça vaut la auditeurs peine, aussi. là. On peut encore le trouver, il est toujours en vente. Alors, est-ce que vous... Avec une couverture qui s'inspire d'un tableau de moi. Ah, en plus. Est-ce que vous La voudriez... soucoupe de l'Arizona. Ah oui, d'accord. Vous voudriez rajouter quelque chose sur les cas d'abduction, les enlèvements extraterrestres? Ben, c'est un domaine de pointe qui pose beaucoup de questions. Sujet très sensible, et puis on sent que... Très sensible, très chaud, et il est encore plus sensible que les eux-mêmes, si je puis Et puis dire. j'ai l'impression Donc, que vous n'êtes pas très à l'aise pour en parler non plus du sujet des enlèvements. Je me trompe? Oui, non, je peux pas être à l'aise parce que c'est un sujet très difficile, et puis il y a des gens qui en sont un petit peu, qui en souffrent, qui en ont souffert. D'accord, mais vous ne pensez pas qu'il serait temps d'en parler en France, franchement, entre nous? Oui, Ouais. oui. Et c'est pour ça que vous le faites, Oui, mais d'ailleurs. vous C'est pour savez- ça que je vous encourage à le faire, hein, Gildas. Oui, mais moi je ne fais que ça. Ça fait 20 ans que je travaille pour essayer de faire connaître ces choses-là. Bon alors, il y a quand même une chercheuse qui a fait connaître ce sujet avec un livre, c'est votre amie Marie-Thérèse de Brosse. Eh ben oui, mais je la connais bien. Oui, elle a fait un livre qui était important. Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas continué un petit peu. Mais je la connais, oui. Mais d'ailleurs, il faut que je la revoie prochainement. Je vais essayer de la revoir. Je l'ai revue il n'y a pas tellement longtemps. On s'est connus pas mal, on s'est un peu éloignés, on s'est rapprochés. Enfin bon, c'est pas toujours facile. Mais nous sommes en bons termes, oui. C'est amusant ce que vous me citiez Marie-Thérèse de Brosse, parce que j'ai découvert un message d'elle sur Internet, là, où elle signale l'une des toutes dernières prises de parole de Grant Cameron, qu'elle connaît, en disant « Oh là là, c'est formidable, ils viennent de révéler ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que le journaliste Bill Cox a interviewé Chase Brandon, qui est confirmé, ancien numéro 2 de la CIA, qui a confirmé le crash de Roswell, vous voyez. Donc, elle est bien au courant de tout ça aussi. Hein. Ah oui, parce qu'elle a très bien étudié le sujet, hein. Elle s'est rendue sur place un peu dans plusieurs pays pour enquêter sur ces enlèvements. Oui, elle a rencontré, elle était amie de Bob Hopkins et de d'autres chercheurs, de John Mack, elle l'a rencontré aussi. Bon, et donc, nous sommes entre gens qui se connaissent. Oui, je n'en doute pas. Alors, Voilà. si vous le voulez bien, on va changer de sujet. Abordons maintenant la désinformation et en particulier l'article que vous avez écrit sur le livre étonnant, selon vous, de Michael Salla, un livre qui a été traduit en français en 2016 sous le titre de Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Oui, alors c'est un livre, je le disais au début de de notre entretien, qui est très agréable et intéressant à lire, à condition de le prendre comme un roman de science-fiction. Je l'ai sous les yeux et j'ouvre une page quasiment au hasard et je tombe sur quoi? Tenez-vous bien, voilà que il existe sur la planète Mars des colonies énormes, avec plein de gens qui travaillent, qui sont plus ou moins des esclaves, là, et qui fabriquent des produits qui sont vendus par des services ultra top secrets, qui construisent des ovnis, des magnifiques vaisseaux spatiaux. Et alors, eh bien, ils fabriquent des produits qui sont vendus à plus de 900 civilisations extraterrestres, s'il vous plaît, excusez du peu, hein, et qui commercent avec un plus grand nombre encore. Alors vous voyez un peu, on est on est dans même Star Trek est dépassé là. Hein. Alors les grandes lignes, c'est que il y a un certain nombre de témoins qu'il appelle des dénonciateurs,
qu'ils sont, il y en a 3 hommes assez jeunes d'ailleurs, qui racontent que, et ça c'est très récent, c'est depuis 2004 par là, qu'ils ont été embauchés à l'adolescence par ces services ultra top secrets. Qui ont construit des fusées extraordinaires, des engins spatiaux de 1-2 kilomètres de long, avec des bases sur la planète Mars, sur la Lune et ailleurs, et même beaucoup plus loin, et qu'ils ont été embarqués là-dedans pendant 20 ans, qu'ils ont travaillé. Il y en a un qui s'appelle Corey c'est le plus prolixe, qui raconte qu'il a passé notamment 6 années à bord d'un de ces énormes vaisseaux spatiaux, puis qu'après ça, ils ont été démobilisés, ils ont été ramenés à leur point de départ, ils ont été ramenés dans le temps. Donc il y a des voyages spatiaux, mais des voyages temporels aussi dans le temps, des retours dans le temps. Alors, bon, ça va bien comme ça. Moi, ça me suffit. Là, je vais m'en tenir à mes petits implants extraterrestres. Vous voyez, je trouve que c'est... Et mon petit crash de Roswell qui fait rikiki à côté, hein. Vous comprenez? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je comprends très bien même. Là, je suis un gagne petit là de l'ufologie avec le crash de Roswell, vous Mais comprenez? parce que là, dans cette affaire, là, il parle de nazis qui auraient été sur la Ah Lune oui, dans les les années nazis, c'est 40, ça, oui, oui. c'est ça, non? Même dès les années 30, la société du Vril avec une très jolie jeune femme qui s'appelait Maria Orsic, qui était channel extraterrestres et lesquels lui avaient communiqué des plans pour construire les premières soucoupes volantes nazies, qui se sont transformées assez rapidement en engins spatiaux énormes, plus de 130 mètres de long, construits dans des hangars à Zeppelin pendant la guerre. Enfin bon, attendez. Et alors, dès la fin de la guerre, ils avaient déjà installé une base sur la Lune, etc. Oh là 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 Ça là va là là très là. très loin et je crois même que dans le livre de Michael Salla, il cite qu'il y aurait 40, je crois, 40, comment dire, races extraterrestres, non? C'est pas ça? Oui, alors là, je dirais que c'est peut-être la partie la moins extravagante, parce que je suis tout à fait disposé à croire qu'on est en contact avec 40 races extraterrestres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable de faire jeu égal avec elles, hein. Alors attention, Loin ce de serait là. possible, mais il faudrait savoir d'où proviennent ces informations. Ouais, voilà. Eh ben, elles proviennent notamment de ces gens qui disent qu'ils ont été en service ultra secret pendant 20 Mais ans. oui, mais comme ces personnes racontent n'importe quoi, on ne peut pas les Mais ils n'ont croire. aucune preuve, ils n'apportent aucune Ben oui, preuve. c'est ça le Aucune preuve. problème. On ne peut pas croire ces personnes-là, ces trois personnes-là. Michael Salla est obligé de le reconnaître lui-même, il écrit qu'ils n'ont apporté aucune preuve. Alors il y a un gars quand même qui a apporté un semblant de début de preuve qu'il a travaillé là-dedans. C'est un vieux bonhomme depuis 90 ans, dont les noms m'échappent pour l'instant, mais qui a été rajouté dans l'édition française de ce livre, qui s'appelle William Tompkins, âgé de 92 ans, qui raconte que il a été embauché à l'adolescence par les Américains à la marine parce il construisait des petits modèles de bateaux tout à fait jolis, très bien faits. Alors on a trouvé que c'était un malin et qu'on l'a embauché, dit raconte-t-il, dans les services top secrets de la marine. Et de fil en aiguille, il est devenu concepteur de ce gigantesque vaisseau. Alors attendez, hein, il y a quand même une longue distance avec des petites maquettes de bateaux à des engins mesurant plus d'1 Alors kilomètre par de contre, long, parfois là où ça 2 devient kilomètres et demi. troublant, c'est cette affaire de l'hacker. Je sais plus le nom, l'anglais, là, vous savez, celui qui devait aller se faire juger là sous Obama là et qui n'a jamais été se faire juger. Ah oui, 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 oui. Alors c'est vrai qu'il a raconté ce gars-là, en effet. C'est assez troublant qu'il avait réussi à pénétrer des ordinateurs militaires et il était tombé sur une liste qu'il a appelée d'officiers non terrestres ou quelque chose comme ça. Alors c'est assez troublant. C'est Gary Mais McKinnon. c'est quand même, Gary vous McKinnon. m'avouerez, oui, Gary McKinnon. Gary McKinnon. Ouais, bon, écoutez, c'est un élément intéressant, mais est-ce suffisant pour adhérer à ce panorama fantasmagorique euh, de, de vaisseaux spatiaux gigantesques de 2 kilomètres de long avec des bases
qui vont vers les étoiles, qui font qui jouent à Star Trek avec ces civilisations extraterrestres. Non, moi j'y crois pas trop là, franchement non. Bon, écoutez, si je me trompe et s'ils ont raison, alors ce dont nous discutons depuis 1 heure maintenant, qui est l'hypothèse de divulgation sur les ovnis, alors là, nous jouons petit bras. Hein. Nous sommes vraiment là des petits garçons à côté de ces révélations fantasmagoriques. Hein. Ouais, en effet. Alors vous savez, par rapport à votre PDF, il y a plusieurs personnes du milieu ufologique qui ont lu en fait vos recherches, enfin en tout cas votre critique sur le livre de Michael Salla. Et en particulier, quand vous dites que donc une planète est grosse, que plus elle est grosse, et que les exobiologistes, ils expliquent que plus la pesanteur y est forte. Eh ben, plus la pesanteur est forte, et en général, ça devrait logiquement amener s'il y a des êtres vivants, à ce qu'ils soient petits. Alors, c'est exactement ça. Et donc, il y a eu une réponse d'un ami à moi, ufologue. Alors, je ne peux pas citer son nom parce que c'est une personne qui veut rester anonyme. Mais il a répondu que... Il a répondu ce n'est... oui, mais alors, on joue pas dans c'est le bal masqué, là. Alors, il a dit que ce n'est pas faux, que c'est pas faux ce que vous dites, mais ce n'est pas juste non plus. En fait, c'est plus compliqué que cela. Ouais. Pour preuve, notre planète a abrité des êtres gigantesques durant des millions d'années. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De cette hypothèse-là? Oui, effectivement, c'est un argument. Ah oui, tiens, je n'y avais pas pensé. Bravo pour cet argument, oui. Est-ce qu'ils auraient pu évoluer jusqu'à devenir des êtres humains? Je ne pense pas qu'ils seraient restés aussi gros et puis aussi méchants aussi. Hein. Il aurait fallu qu'ils perdent leurs dents et qu'ils réduisent un petit peu. Alors, non, mais c'est vrai, oui, c'est exact qu'il peut y avoir en effet des animaux énormes. Si vous voulez... Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Par exemple, David Wilcock, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Wilcox ou Wilcock, je sais plus. David Wilcock, mon ami Jean Librero m'a prêté son bouquin, là. Je l'ai lu un peu en diagonale, mais il m'a un peu tombé des mains également, parce que c'est effrayant. Il raconte qu'il y a eu des civilisations d'êtres gigantesques qui, justement... qui ont existé il y a 500 000 ans. Enfin bon, on est un peu dans la fantasmagorie là aussi. Alors moi personnellement, je ne crois pas un mot de ce que raconte David Wilcock parce que ça fait quand même depuis 2009. Écoutez, je n'osais pas le dire aussi crûment, mais si vous le dites, je suis à peu près d'accord simplement, avec vous. Ça fait depuis 2009 qu'avec son ami Michael Salla, qu'ils annoncent une divulgation depuis 2009. Oui. Ils font croire chaque année qu'il va y avoir une divulgation. Donc à force, ça devient... Oui, c'est très juste. Oui, c'est une. Ça devient un peu agaçant en fait. C'est une spécialité de ces gens. C'est d'annoncer, ça y est, ça vient, c'est le début de l'année prochaine. Il y en a d'autres comme ça. Il y a aussi Steven Bassett. Steven Greer est un peu un spécialiste de la chose également. Steven Bassett que j'ai reçu aussi dans l'émission. Alors Steven Bassett a tendance à dire ça un peu, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux, Steven Bassett. Oui, c'est vrai que je le trouve un peu plus sérieux quand même que Michael Salla et compagnie. Ah bah oui, oui, quand même, attention. Ah oui, là nous venons de parler d'un monsieur, Michael Salla. Moi je me souviens d'avoir assisté à une conférence de Salla en Italie. J'étais assis presque à côté de Bud Hopkins et de Leslie Keane. Et nous avons passé tout le temps de sa conférence à rigoler, en fait. Voilà. C'était en 2006, mais ça n'a fait qu'empirer, si j'ose dire. Depuis, il est devenu absolument extravagant, quoi. C'est-à-dire qu'avec Internet et YouTube, il suffit de dire simplement qu'on a été sur Mars pour qu'il y ait des gens qui nous croient, tout simplement. Oui. Et puis, on avance. Oui. Tiens, oui, dans le fond, j'avais pas pensé à ça. Au lieu de besogner comme un gagne petit à essayer de faire des bouquins sérieux, j'aurais dû me lancer sur ce genre de piste-là. C'est ce que font certains d'ailleurs. Vous savez, sur YouTube, tout ça, sur Internet, il y a pas mal de mythomanes. Oui.
pas mal de personnes qui Oui, cherchent le oui, oui. buzz. Ah, il y a du pognon à faire Ben, dans comme cette vous sur disiez cette tout à l'heure, filière. il suffit de se renseigner un peu, de lire des livres de science-fiction, et puis on se crée son histoire sans Voilà. problème, hein, c'est facile. Et on y C'est très va. facile. Allez hop, vogue la galère, on y va. Exactement. Voilà. Tiens, en parlant de désinformation, rapidement, quel est votre avis sur les reliques du Pérou? Bon, là, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas étudié ça, mais j'ai beaucoup de méfiance sur ces histoires-là. J'y crois pas trop à première vue, franchement. Mais je n'ai pas étudié. Je peux pas vraiment en parler avec pertinence. Et puis, il faut faire très attention à ce que l'on dit. En l'occurrence, je viens de me faire remonter les bretelles pour avoir supposé que sur les planètes à très forte gravité, on ne pouvait pas avoir des êtres vivants très gros. Donc, attention, soyons prudents sur ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Ah là, oui, effectivement, oui, oui, vous rebondissez par rapport à tout à l'heure, ouais, avec les petites tailles, les Ah toutes bah oui, je petites vous renvoie tailles. la balle, je Oui, vous oui, renvoie la merci. balle, là. C'est vrai que c'est vrai, c'est ça. Faut être très Eh prudent. oui. Faut quand même être prudent. Mais il faut pas être non plus trouillard. Il faut quand même oser plonger un peu. Oui, mais je dois quand même vous Hein. avouer que j'ai été très surpris de constater que Marie-Thérèse de Brosse s'intéresse de très près à cette histoire, qui est pourtant une histoire fantasmagorique. Ah bon? Ah, faudra que je lui pose la question, je lui demande. Ah bon, elle croit à cette histoire? Hein. Alors, Ah je ne bon? sais pas si elle croit, mais en tout cas, elle s'intéresse de très près sur Facebook. Elle En s'intéresse, oui, particulier d'accord. sur Facebook. Ah oui, mais non, mais ça ne m'étonne pas tellement d'elle parce qu'elle s'intéresse à des choses très, très... En effet, elle est attirée par les idées comme ça, un peu étranges, par les théories étranges. Ça lui plaît beaucoup, oui. Bon, on va dire qu'elle est Bon, curieuse, tout simplement. oui, Voilà. oui, oui, c'est ce qui fait son charme Oui, c'est aussi. vrai, c'est vrai. Voilà. Avec beaucoup de Mais on caractère. est toujours, Marie-Thérèse de on Brosse est a toujours... beaucoup de caractère, vous confirmez ça? Ah bah oui, 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 oui. Voilà. Et vous-même, alors, vous avez déjà vécu des expériences en rapport avec les ovnis ou même du paranormal? Bah, ça m'embarrasse un peu ce que vous me dites parce que pas plus tard qu'hier soir, j'ai dîné avec des amis, on a fait des tournées, on n'a pas fait tourner une table, mais on a fait de l'écriture automatique sur une feuille de papier. Et, ben, je suis troublé. Ah bon? Mais je n'en Ah dirai pas donc plus. ça... Non, mais il m'est arrivé quelques petites choses, mais très peu quand même, très peu. J'ai très peu Alors d'expérience. l'expérience J'ai d'écriture... entendu le bruit mystérieux du col de vent cette fois, c'était très curieux Ah aussi. oui. Mais bon, mais je n'ai jamais vu Ah d'OVNI. bon? Jamais vous avez vu un... Ah ouais, ça Non, c'est incroyable parce que vous êtes tellement c'est passionné incroyable, par hein. ce sujet, ouais. Passer 20 ans de sa vie à étudier quelque chose qu'on n'a jamais vu, Mais il c'est paraît que incroyable. Hein. Christelle Seval, lui aussi, n'a jamais vu d'OVNI et pourtant il est passionné par le sujet, donc vous n'êtes pas le seul, hein, Eh c'est ben vrai. oui, Vous n'êtes pas eh le ben oui, seul. non, 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 il y Et en a moi, d'autres comme bizarrement, ça. alors ça c'est un aveu que je vous fais encore une fois, c'est que une fois que j'ai vu à plusieurs reprises des phénomènes dits objets volants non identifiés, hein, je ne vais pas dire extraterrestres, hein, Oui, dont un oui, qui était extrêmement surprenant, c'était une grosse boule orange qui lâchait deux petites boules rouges au loin, j'étais sur l'autoroute. Et devinez quoi? Dans ma oui. voiture, j'étais en train d'écouter une émission de Radio Ici et Maintenant avec vous comme invité. Et à ce moment-là, je vous jure sur ma tête, à ce moment-là, j'ai vu ce phénomène au loin comme ça qui a surgi. Ah, c'est Donc amusant ça, oui. j'avais envie Ah, de vous le ça, dire parce que comme j'étais en train de vous écouter ouais, sur le cadre Roswell à Radio Ici et Maintenant, donc ouais. euh, Ah, c'est amusant c'était ça, oui. étrange, très étrange. Et mon cas est Mhm. Ouais, disponible ouais, sur ouais. OVNI France. Vous savez, un site internet OVNI France, une base d'OVNI, quoi, par région, qui est classée Mhm. par région, département, et c'est dessus, dans OVNI France, qui s'est Ah, ah. produit. Ah bah j'irai peut-être Alors, voir c'était ça. aux alentours de Oui. 2011, si vous recherchez Ah, c'est le. Ouais, récent c'était alors, oui. récent. Mhm. Et bon, c'est vrai que Bon. c'était troublant, Bah quoi. écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est intéressant quand même, Alors hein. justement, Mais moi j'ai des
J'ai pas de projet de nouveau livre pour le moment, ça va, j'ai déjà donné Ah, et beaucoup, vous n'êtes pas en train Je d'écrire. vais laisser la place à d'autres Vous n'êtes plus maintenant. en train d'écrire du Hein? tout, là. Oh ben non, pour le moment, je suis en train de faire le service après-vente Ah, actuellement. d'accord. Et aucune traduction de Et prévu. ça prend du temps encore. Ça prend du temps, mais je dois vous dire que ça fait des années que j'essaie de me remettre à peindre, voyez-vous. Ah. Parce que ça me plaît beaucoup Ah aussi. ben, j'espère que Voilà. vous pourrez donc peindre de nouveau. Alors, j'espère que... Ben oui, à condition qu'on me laisse le temps un petit peu, n'est-ce Ah pas? oui, bah dans ce cas-là, il Voilà. faudrait mettre l'ufologie sur pause, c'est vrai. Parce que l'ufologie... Ben, pas tout à fait, parce que c'est pas gentil de mettre sur pause Non, pas complètement. complètement, Mais mais... disons sur activité un petit peu Oui, réduite, prendre un quoi. peu de distance, on va dire. Voilà. Voilà, Alors pour voilà, terminer, voilà. j'aimerais vous citer quelques noms. Alors c'est un petit jeu, enfin un petit jeu, bon. À condition que ça ne prenne pas Non, une non, heure, c'est très attention, rapide. hein. Alors je vais vous Il- citer quelques il- noms de la scène ufologique française et vous me dites ce qu'ils vous évoquent. Oh là là, attention, je suis pas sûr que je vais avoir envie de répondre. D'accord. Alors c'est juste, bon, vous dites ce que vous pensez dès que je dis le nom, hein, et puis voilà. Par exemple, Jacques Vallée. Mais chaque vallée, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. C'est un homme très intelligent, qui a beaucoup travaillé et étudié, mais qui joue un jeu vraiment très ambigu et depuis longtemps. Et en plus de ça, il est en train d'évoluer, semble-t-il. Il semblerait qu'il soit en train de revenir un petit peu Philippe, sur l'hypothèse extraterrestre. d'accord. Philippe Guimand. Ah oui, non, je connais pas. Alors là vous me demandez. La filière OVNI et conscience, hein, c'est Oui, ça. c'est bien ça, Non, ouais, je ouais. connais pas. Alors, je peux pas parler de ça parce que j'ai pas vraiment étudié cet aspect-là. Sinon, pour dire que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les gens qui racontent que oublier les ovnis extraterrestres, ce sont des phénomènes paranormaux, spirituels ou de la conscience. Alors là, j'ai dit attention, oh là là, attention. Là, on se met à dire des bêtises un petit peu. D'accord. Alors, Pierre Voilà. Lagrange. Alors Pierre Lagrange, bah écoutez, c'est mon ennemi préféré. Hein, c'est l'homme c'est le sceptique invétéré, quoi. Voilà. Mais je vous ferai le pari qu'il va évoluer au cours des prochaines Bern... années. Il va commencer à dire qu'il a toujours cru à l'existence des D'accord. ovnis. Il va pas tarder à commencer à développer cet argument-là. Rappelez-vous de ça. D'accord. Et Bernard Toinel. Oh, bah alors Bernard Toinel a été un ami pendant quelques temps, mais non, j'ai plus envie de correspondre avec lui. Non. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était très Oui, bien, hein, vraiment très bien. J'espère que ça ne vous a oui. pas dérangé de parler à la fin de... Non, c'était Ouais. plutôt agréable. J'étais content de bavarder un peu Ah bah avec vous. merci C'était très beaucoup. bien. Merci beaucoup. Et puis c'était très agréable de vous parler, Gildas. Franchement, ça m'a fait plaisir. Bon, ah bah très Merci bien. beaucoup. Voilà, Alors je vous dis à bientôt. Au je vous en revoir. prie.